Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du 22 novembre 2024 d'Info.tdc. Encore cette semaine, on a une belle émission à vous présenter, dont voici le menu. On vous amène à la MRC de la Matapédia visiter l'exposition de mandala du projet Raconte-moi ta vie. La bibliothèque Bertrand B. Leblanc recrute actuellement des jeunes de 12 à 18 ans pour son projet de création musicale. La MRC de la Matapédia va mettre en place un projet climat pour contrer les changements climatiques. Les radios et les télévisions communautaires s'unissent pour s'opposer à la proposition de changement des règles des bingo médias. Et on vous présente le résultat de la campagne Opération Enfants de Noël. Vous saurez le nombre de boîtes qui auront été réalisées cette année. Mais tout d'abord, voici les actualités de la semaine. Et moi, je vous retrouve à la fin de l'émission. Bonne écoute! Voici les actualités pour la semaine du 22 novembre 2024. Commençons avec les actualités matapédiennes. Dans le cadre des étapes de consultation publique préalable pour la révocation des actes d'établissement, le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais a annoncé une consultation publique en lien avec la fermeture de l'école de Saint-Vianney et l'avenir de l'école de Saint-Arcisius. La consultation publique concernant les deux écoles aura lieu le lundi 2 décembre à 19 h et se déroulera à l'école de Saint-Vianney, au 160 Avenue Centrale à Saint-Vianney. Vous pouvez consulter la documentation relative à cette consultation publique en vous rendant sur le site csmm.gouv.qc.ca. Il sera possible d'intervenir publiquement auprès des instances présentes si vous avez des questions ou des commentaires. Les policiers du poste de la MRC de la Matapédia ont procédé à des arrestations les 13 et 14 novembre dernier dans le dossier du vol qualifié survenu dans une station-service du boulevard Saint-Benoît-Ouest à Amqui le 22 février 2020. Deux hommes de la région d'Amqui, âgés de 27 ans, ont été interrogés par les enquêteurs et ont été libérés pour la suite des procédures. Les deux suspects pourraient faire face à des accusations de vol qualifié, possession d'armes dans un dessein dangereux, d'avoir braqué une arme et de complicité après le fait. Rappelons qu'au moment du crime, l'individu, muni d'une cagoule, s'était présenté dans le commerce, avait demandé au commis de lui remettre l'argent de la caisse avant de prendre la fuite à pied avec un montant d'argent. Personne n'avait été blessé lors de l'événement. Le rapport d'inspection du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent au sujet du décès d'Aline Dastou, 96 ans, de l'ancienne résidence pour aînés de Saint-Moïse, a été dévoilé. Dans ce document d'une quinzaine de pages, le CIS du Bas-Saint-Laurent blâme sévèrement les propriétaires exploitantes de la résidence, maintenant fermée. Les constats du rapport sont accablants. On mentionne, entre autres, que les exploitantes ont négligé d'aviser rapidement l'équipe clinique du CIS de la détérioration de la condition de santé de la résidente qui a conduit à sa mort. Les conclusions du rapport étaient claires, le certificat de la résidence pour aînés devait être révoqué et il y avait la recommandation qu'un intervenant du CIS assure une veille jusqu'à ce que les 5 pensionnaires qui demeuraient toujours à la résidence soient déménagés. L'enquête a eu lieu environ un mois après le décès d'Aline Dastou en février 2022 et c'est le 31 mars 2022 que les conclusions ont été inscrites au rapport. Rappelons que depuis ce drame, Josiane Blouin-Lemieux de Sébec et sa mère, Sylvie Blouin de Saint-Moïse, font face à des accusations de négligence criminelle causant la mort et d'avoir omis de prodiguer les soins nécessaires à une résidente des lieux. Les deux suspects comparaîtront de nouveau le 18 février. L'écosite de la Matapédia a annoncé la fermeture temporaire du site de l'écocentre d'Amqui. Cette fermeture est provoquée par le fait que le site sera déménagé et installé dans un nouvel endroit. La dernière date d'ouverture de l'écocentre sera le samedi 30 novembre et la fermeture sera effective du 1er décembre 2024 au 13 janvier 2025. Il est à noter que les écocentres de Cozapscal et Sébec demeurent fermés pour la saison hivernale. Pour plus d'informations sur l'écosite de la Matapédia, les citoyens sont invités à consulter le site Internet
écosite de la matapédia.ca ou téléphonez au 418-629-4224. Le complexe hôtelier Select Hotel a procédé à des travaux de réfection pour améliorer son offre de services. Des thermopompes ont été installées dans l'ensemble des unités du motel. Les salles de toilette du restaurant Pastelli ont été rénovées. Des chambres situées en haut de la réception ont été reconstruites. Il y a eu l'aménagement de nouveaux condos qui provenaient d'une demande de la clientèle. Ce projet de réfection au coût de 475 000 $ a été rendu possible suite à des investissements financiers provenant du gouvernement du Québec et de Tourisme Gaspésie. Le Club Optimiste soutiendra financièrement la Fondation Jenely Germain pour un montant de 5 000 $. Le don s'effectuera en 5 versements sur 5 ans. Le premier 1 000 $ a été remis le 10 novembre dernier. C'est le trésorier du Club Optimiste, Jean Paradis, qui a procédé à la remise officielle du montant au fondateur de la Fondation Jenely Germain, Michel Germain. Voici maintenant les actualités régionales. Depuis la semaine dernière, des dizaines de milliers de travailleurs de Poste Canada sont en grève, incluant les employés de la succursale d'Amqui. Les postiers réclament, entre autres, une augmentation de salaire, une meilleure conciliation travail-famille, ainsi qu'une amélioration des conditions de santé et de sécurité. Depuis le début de la grève, Poste Canada et le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes ont réalisé quelques progrès lors des négociations avec le médiateur spécial nommé par Ottawa. Les négociations se poursuivent concernant 2 conventions collectives, une pour les facteurs ruraux et suburbains et l'autre pour les facteurs urbains. Le gouvernement pourrait ordonner aux travailleurs de reprendre le travail, mais le ministre du Travail, Stephen McKinnon, a déclaré ne pas envisager cette solution pour le moment. Rappelons que les livraisons de colis et la distribution du courrier sont interrompues en cette période de grève et que seuls les chèques de prestations gouvernementales seront distribués. Les personnes qui voudront utiliser un service de livraison pour cette période des fêtes devront faire appel à des transporteurs privés. Dans une note de service envoyée à son personnel, le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent évoque que le déficit anticipé pour l'année 2024-2025 atteint 38 millions de dollars, plutôt que 8 millions de dollars évalués à la base. Le ministère de la Santé et des Services sociaux avait mentionné qu'une partie de ce déficit, s'élevant à 30 millions de dollars, pourrait être épongée d'ici 2026. Mais il n'en est plus. Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent devra rembourser une partie de ce 30 millions avant le 31 mars prochain. En raison de ce volte-face du gouvernement, les citoyens risquent de sentir les répercussions de ces compressions dans les services aux usagers. La tête dirigeante du réseau de la santé bas-laurentien mentionne qu'un travail colossal s'est déjà mis en branle pour trouver les sommes manquantes. Néanmoins, ces efforts pourraient s'avérer insuffisants puisque la somme à éponger a quadruplé pour atteindre l'objectif de retour à l'équilibre budgétaire. Le téléradioton de la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine sera de retour pour une 28e édition. L'organisme et le groupe Mégascène ont dévoilé les artistes qui feront partie de ce spectacle, sous la direction artistique, encore cette année, de Nelson Mainville. Le spectacle présentera les prestations de Linda Lemay, Marie-Pierre Arthur, le duo folk gaspésien Dans le Shed, Maude Cyr Deschaines, gagnante de la Voix 2024, ainsi que plusieurs artistes invités, dont le slameur ribouscois David Richard, l'humoriste gaspésien Jean-Michel Côté, la comédienne et chanteuse Annie Cotton, ainsi que Claude Pinault, multi-instrumentiste. Le spectacle événement sera présenté le samedi 18 janvier à 19h30 à la salle Desjardins TELUS de Rimouski. La formule téléradioton de 2 heures sera diffusée le dimanche 26 janvier entre 10h et 20h sur toutes les télévisions communautaires du territoire, dont la TVC de la Matapédia. Rappelons que l'objectif de ce spectacle est d'amasser de l'argent pour permettre à la ressource de poursuivre sa mission d'aider les personnes handicapées de son territoire. Voici maintenant les actualités sportives.
Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec, le Bar Laser de Causa-Abscal a remporté sa partie contre les Vikings du Rocher de justesse avec une victoire en prolongation de 6-5. On vous présente les commentaires de l'entraîneur suite à cette victoire. Je suis en compagnie de l'entraîneur-chef Hubert Allais. Hubert, comment on se sent après un match assez serré ce soir? Oui, Chandler sont venus ici pour compétitionner. On est une équipe jeune. Ça va rentrer dans la banque de l'expérience, mais en même temps, il faut trouver une façon de gagner. Puis on l'a trouvé en fin de game. On a trouvé la façon d'aller gagner. Les gars ont montré du caractère, mais c'est ça. C'est une game senior qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des buts qui se scorent vite. Puis les gars ont montré du caractère. Je suis bien content du résultat. Deuxième année en chef sur toute la ligne. Comment tu te sens derrière le banc? Bien, on a une équipe jeune qui sont désireux d'apprendre, qui jouent bien. C'est sûr qu'on fait des erreurs. Des fois, on veut corriger un jeu et on fait une autre erreur. Mais je pense que de game en game, on apprend à mieux jouer ensemble dans l'équipe. Puis je trouve que ça augure bien. Merci Hubert. Va festoyer avec les gars. Merci. La vidéo que vous venez de visionner est disponible sur la page Facebook Bar Laser Hockey Senior Causa-Abscal. Cette fin de semaine, l'équipe matapédienne sera sur la route et disputera son prochain match à Trois-Pistoles ce samedi 23 novembre à 20h. La ville d'Amqui était l'hôte de la deuxième compétition régionale de patinage de vitesse qui s'est déroulée le 16 novembre dernier. Le club de patinage de vitesse d'Amqui a récolté plusieurs médailles. Dans la catégorie 6 à 9 ans, Lucas Savard a remporté la médaille d'argent au 400 mètres finale A et une médaille de bronze au 200 mètres finale A. De son côté, Samuel Hallé a gagné une médaille d'or au 400 mètres finale A, une médaille d'argent au 300 mètres finale A et une deuxième médaille d'argent au 200 mètres finale A. Et Victoria Gagnon a monté sur la deuxième marche du podium au 200 mètres finale A. Félicitations à nos athlètes matapédiens. C'est ce qui complète les actualités du 22 novembre 2024. L'artiste multidisciplinaire Isabelle Carignan a initié un projet de mandala intitulé « Raconte-moi ta vie » et qui a été réalisé par les résidents de la résidence Marianne Ouellette à Lac-au-Saumon. Je vais aller à la rencontre d'Isabelle Carignan qui va nous entretenir sur ce beau projet. Isabelle, bonjour. Bonjour. T'es encore une fois à la base d'un beau projet artistique, un projet de mandala. Oui. Ça t'est venu où cette idée là, de faire un projet de mandala? En fait, initialement, c'était pas ce qui était à l'origine du projet. Je devais juste aller, je voulais aller rencontrer les résidents à Marianne Ouellette pour leur écouter me raconter en fait des histoires de leur vie. Puis à partir de photos de leur jeunesse, j'aurais fait avec eux des ateliers de bricolage, de collage. Et là, ben, en étant là-bas, puis en jasant avec les gens, ben, je me suis rendu compte que ça allait être difficile pour eux là, de travailler la dextérité fine. Et puis, je voyais que parfois, les souvenirs étaient confus. Donc, je me suis mis seulement à aller les visiter régulièrement. C'est peut-être un petit 10 minutes à la fois, chacun des résidents. J'entrais dans leur chambre, puis je les laissais me parler. Je les laissais me raconter un peu leurs souvenirs. Et là, je me suis dit, je vais apporter des petites images que je vais leur montrer pour que peut-être que ça leur rappelle quelque chose, tu sais, dans leur passé. Et puis, ça me permettait, moi, de voir, par exemple, je montrais une image de fleurs ou de chat ou de montagne. Bien, je voyais dans leurs yeux, ça, je pense qu'ils ont aimé ça. Tu sais, ça paraissait dans leur expression, même s'ils avaient de la difficulté à me l'exprimer, je voyais, ça, c'est quelque chose qu'ils ont aimé. Et donc, quand je revenais à la maison, bien, à partir de ce que les gens m'avaient dit, j'imprimais des images qui les représentaient. Et là, je me suis mis à créer des mandalas. Voilà. C'est pour ça qu'un peu que le projet s'appelle « Raconte-moi ta vie ». Exactement. « Raconte-moi ta vie ». Puis j'ai trouvé que, en fait, le mandala, ça part d'un centre et puis ça grandit tranquillement. Puis c'est un peu ça, c'était
d'illustrer un peu l'essence de ce qu'une personne peut être. Et moi, ça me faisait évidemment réfléchir à... Évidemment, dans les mandalas, j'ai mis un peu ce qui, pour moi, semblait être ce qui les représentait bien, ce qui était important pour eux. Et ça me faisait penser que nous, maintenant, on crée aussi notre mandala dans notre vie. Et c'est important parfois de se dire, est-ce que je prends le temps de mettre ce que j'aime autour de moi? Parce que c'est ce qui reste à la fin. Et c'est ce que je réalisais en étant un peu parfois dans le silence avec ces gens-là, à se regarder. La vie, pour eux, il en reste beaucoup moins peut-être que pour nous. Et puis, on était un peu devant le temps passe vite et il faut prendre ces moments-là pour se ramener à l'essentiel. Oui, parce qu'aussi, on dit que le mandala, il y a un bien-être, un bienfait qui se retire de tout ça. Donc, pour eux, de voir ces souvenirs-là en images, en art, ça doit être super intéressant et touchant pour eux autres aussi. Bien, j'espère. En fait, c'est certain que pour moi, c'est le faire, ça fait vraiment de bien. Tu sais, ça nous recentre beaucoup. Évidemment, ils étaient touchés quand ils ont vu les images, parce que pour eux, c'était un petit peu abstrait, là, ce que j'allais faire. Tu sais, c'est une artiste, elle va faire des... C'est pour eux, c'était difficile que ce soit concret. Puis quand je leur ai présenté les œuvres à la fin, plusieurs étaient émus, oui, puis les familles aussi. Puis, et j'ai pris pas j'ai pris la peine, mais en fait, ce qui m'intéressait aussi, c'était en les écoutant, j'avais un petit carnet que parfois je notais une phrase que j'avais trouvée belle, qui moi m'avait touchée particulièrement, et elle se retrouve là sous les mandalas, une phrase qui je trouvais représentait bien les gens. Alors tout ça ensemble, oui, c'est un projet qui est humain. Puis qui représente bien aussi la personne aussi. Il y a combien de résidents qui ont participé à ce projet? J'ai rencontré 10 résidents en tout, oui. Puis comment ça s'est passé? Parce que là, tu les as vus plusieurs fois. Combien de fois tu les as vus? C'était des rencontres de combien de temps? Bien, comme je disais, peut-être quand ça faisait 10 minutes, là, tu sais, je sentais que l'attention déjà était plus difficile. Fait que peut-être que je les ai facilement vus 1 heure chaque, mais comme pendant tout l'été, là, à chaque semaine, j'allais là, puis je les saluais, puis je leur demandais des nouvelles. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est une démarche artistique, en fait, qui, moi, me faisait vraiment prendre conscience de ce que c'est vieillir, puis que c'est maintenant qu'on doit bien, bien vivre pour vivre le mieux possible en vieillissant, oui. Est-ce que les résidents, eu les rencontres, ils ont discuté avec eux, mais est-ce qu'ils ont collaboré au montage ou ils ont juste vu le produit final? Non, en fait, le truc un peu plus participatif, c'était vraiment avec les images, là, toutes les images que je leur apportais, que je plaçais devant eux, et là, ils prenaient celles qu'ils préféraient, ils me disaient pourquoi, mais ça, c'est pas aller au-delà de ça sur le travail manuel, parce que c'était plus compliqué, là, des déplacer, fait qu'on a gardé ça simple, là. Oui, j'ai gardé ça simple. Quelle a été leur réaction quand ils ont vu le mandala en avant d'eux, là? Bien, en fait, c'est ça, je pense qu'ils étaient, ils étaient touchés, surpris, mais ça semblait comme une évidence, là. Tu sais, c'était pas non plus « wow, wow! » C'était juste tout simple. C'est moi. Ben oui, exactement. Puis parfois, c'est peut-être plus la famille qui me dit « Ah, c'est intéressant, tu as vraiment réussi à bien, tu sais, saisir ce que mon père ou ma mère pouvait être, là. » Bien, et finalement, là, à travers les images. Alors, c'est ça. Et là, les gens probablement vont dire hey, je les ai déjà vus parce qu'ils ont été exposés au Salon des aînés, puis ils ont été exposés aussi à la résidence, oui. là, Marianne Ouellet. Oui, exactement. Ils ont été exposés à ces 2 endroits-là. Ils sont ici à la MRC là, jusqu'après les fêtes. Puis, j'espère en fait que je vais probablement approcher les bibliothèques juste pour que ça voyage. Parce que au-delà du fait que les images sont belles à regarder, la démarche, elle nous fait réfléchir. La démarche, elle nous ramène un peu à ce qui est essentiel, puis à prendre le temps de s'arrêter parfois, d'écouter les gens, de nous raconter ce qu'ils ont envie de nous raconter. Oui, parce qu'on les regarde, on lit la phrase, on dirait qu'on apprend à connaître la personne qui est là. Ça nous permet de savoir c'est qui. Oui, exactement. Puis ça peut nous faire penser aussi aux aînés qui sont plus près de nous, qu'on connaît, puis que parfois, crime, c'est vrai, je vais donner des nouvelles à ma grand-maman ou à... Fait que c'est ça. C'est un projet qui est rempli d'humanité, de bienveillance pour les gens. Donc, j'espère que je vais essayer de trouver différents endroits ici dans la Matapédia pour que ce soit vu, là. Y a-t-il des gens qui t'ont aidé dans ce projet-là, qui t'ont accompagné? En fait, il y a Cindy là-bas, vraiment, qui s'occupe
je ne sais pas exactement c'est quoi son poste. Qui est un là, peu le mais contact avec les résidents. Absolument, de la vie active, tu sais, de dynamiser le milieu là-bas et qui est tellement, tellement généreuse de son temps, mais elle y met de la passion, puis ils sont vraiment bien. J'ai trouvé que c'était vraiment un beau milieu de vie. Et puis, elle était comme vraiment aidante, là. Elle me trouvait les résidents, puis si j'avais des questions, je l'appelais. Non, c'était vraiment bien. Te connaissant, tu prends pas de pause, tu as toujours plein d'idées, tu as sûrement d'autres beaux projets qui s'en viennent. Oui, vraiment. J'en ai d'autres. Fait qu'on dévoile rien. Non, exact. Il y en aura un prochain. Ça va être à suivre. Donc, on suit Isabelle Carignan pour savoir qu'est-ce qui s'en vient, les autres projets qui arrivent. Ils sont sur mon site Internet, isabellecarignan.com. Tous les mandalas sont là. Et là, les gens qui voudraient les regarder en détail, là, on voit les citations, puis en zoomant, on voit bien les images. C'est vraiment intéressant. Ouais, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui Non, n'ont pas pu les voir, peuvent les voir quand même. Oui, vraiment. Isabelle Carignan, merci beaucoup, puis félicitations pour ce beau projet. Merci à toi. Les mandalas du projet Raconte-moi ta vie sont en exposition dans le hall d'entrée de la MRC de la Matapédia, situé au 420 route 132 Ouest à Amqui. Vous pouvez voir l'exposition pendant tout le mois de décembre et une partie du mois de janvier. Donc, si vous passez dans le coin, faites donc un petit arrêt pour venir admirer ses œuvres. Un nouveau projet artistique verra le jour à Lac-Au-Saumon, chapeauté par la bibliothèque Bertrand B. Leblanc. Pour connaître tous les détails, j'en discute avec la responsable de la bibliothèque, Caroline Pelletier. Bonjour, Caroline. Bonjour. Donc, la bibliothèque toujours très proactive dans les projets. Il y a un autre beau projet là, qui va voir le jour. Alors, je vais te laisser nous le présenter. Oui, bien en fait, c'est un projet de création musicale. Et puis, c'est né d'une petite idée d'amener des jeunes à faire de la musique, à faire de la chanson. Puis là, finalement, on s'est associé avec plusieurs artistes pour réussir à faire quelque chose de plus grand. Puis, dans le fond, on a Pascal Saint-Laurent qui va donner des ateliers plus, je dois dire, théoriques, mais on va dans le pratique aussi, là. Donc, tout ce qui est théorie musicale, comment on écrit une chanson, comment on la met en musique, comment on se prépare à un enregistrement, faire du mixage, des choses comme ça. Puis, entre-temps, les jeunes vont être amenés à écrire des bouts de chansons, des paragraphes, on va les accompagner là-dedans. Puis, je vais le dire un peu comme si c'était une session, là, fait que vers la mi-session à peu près, on devrait avoir quelque chose de concret au niveau d'une chanson. Ça va être une chanson collective. Ah. On a assez de budget pour aller avec 3 chansons là, qu'on pourrait créer, qui vont finir avec un enregistrement digital. Et ça va se faire avec le studio mobile Urubu, qui va venir, c'est Xavier Sénéchal, oui. Qui va venir à la bibliothèque faire l'enregistrement avec les jeunes. Fait qu'on va faire ça sur une fin de semaine. Puis, entre-temps, j'ai Cathy Ouellette aussi qui est avec moi dans le projet là, du début jusqu'à la fin. Et puis, elle va accompagner autant Pascal que Xavier, mais elle va aussi donner des cours de chant aux jeunes pour mettre en pratique les chansons qui vont être faites. Puis, on va les accompagner vers l'enregistrement. Puis, on va se croiser les doigts. On aimerait ça que ça passe sur les ondes radio, là, jusque-là. On va pousser jusque-là. Ah, wow! C'est quand même... Tu parles d'une session, fait que c'est pas juste... 2-3 semaines, là, c'est vraiment sur... Ça va être probable... Là, on va regarder avec les jeunes. On a une rencontre d'information le 6 janvier. Fait qu'on va regarder, d'après moi, ça devrait être la plage horaire qu'on va identifier. Fait que ça va être à peu près 1 heure et demie à chaque semaine pendant quelques semaines, là, jusqu'à temps qu'on arrive à un produit où les jeunes vont être satisfaits eux-mêmes de ce qu'ils ont fait, là. Fait qu'il n'y a pas de date de fin. Dans le fond, la fin, c'est quand le projet il est enregistré, il est dans la boîte. Ça vient d'où, cette idée de créer ce projet-là? Des fois, on s'assoit et on se dit, mais qu'est-ce qu'on ferait de différent? Ou qu'est-ce qu'on aurait aimé se faire offrir aussi quand on était jeune? Là? Je pense qu'on est beaucoup là-dedans, là, qu'est-ce qu'on propose. Mais là, on se dit, il n'y a tellement pas de choses qui se fait là-dessus. Des cours de musique, c'est difficile à avoir à l'école. Des fois, ils les ont en option, puis finalement, on apprend qu'ils ne l'ont pas parce qu'il n'y a pas de professeur de musique. Fait que là, on s'est dit, non, on va créer tout est inclus, tout est là-dedans. Fait qu'ils vont pouvoir aller chercher ce qu'ils ont besoin pour écrire, puis pour produire, puis peut-être, là, on ne sait pas là, que ça va semer des petites graines, puis qu'un jour, on aura quelqu'un sur la scène internationale, mais ça viendra de la bibliothèque. On voit grand, mais oui. On commence par des petits gestes, puis on se dit, si ça fonctionne, là, on a un financement du ministère de la Culture et des Communications à la hauteur de 3 800 $. Ça représente 75 % des coûts, là, comme toute demande de subvention, c'est pas l'entièreté. Sauf que ça nous permet de voir, qu'est-ce qui fonctionne bien,
qu'est-ce qui fonctionne moins bien, puis comment est-ce qu'on peut reproduire un même projet, puis que ça fonctionne autant, là. OK. Et puis, les artistes que tu as nommés qui vont participer au projet, est-ce qu'ils ont embarqué et ont été difficiles à convaincre? Moi, j'ai pas de misère j'ai pas tordu de bras à personne. J'ai vraiment, là, puis c'est avec Cathy, là, qu'on l'a réfléchi beaucoup au début. Puis on a un petit peu, des fois, les esprits chauffés, là. Je veux dire, on a des petites idées, puis à un moment donné, poup, là, ça devient tout le temps plus gros. Fait que là, c'est là où je vais aller voir un petit peu, je fais aller des contacts pour voir, tu sais, connaissez-vous quelqu'un qui pourrait faire tel mandat dans un projet? Puis là, on me met en lien. Fait que, tu sais, je finis toujours par avoir une belle équipe, là, pour partir du point A puis se rendre au point B, là, puis que tout soit fait comme il faut. Donc, c'est un projet qui s'adresse aux jeunes? Oui. Hein? Fait que les critères... Oui, c'est ça. Des fois, je reçois des commentaires. « Ah, ma fille, oui, je sais, mais c'est des critères de subvention. » Fait que là, c'est pour la culture en santé mentale pour les jeunes de 12 à 18 ans. Donc, on n'a pas le choix de rester dans ces barèmes-là, mais en même temps, on comprend aussi que si on va plus jeune, il n'y a peut-être pas les habiletés là, pour venir faire les ateliers théoriques. Là, fait que j'ai rassuré certains parents aussi en disant « Il va en avoir d'autres, des projets. On en a plein la tête. » Même pour nous autres. Je pense qu'on voudrait tous un jour on voudrait s'entendre à la Jolie. radio chanter. D'ailleurs, justement, pour la réalisation du projet, vous êtes présentement en recrutement pour avoir des jeunes? Oui, bien, on a offert une séance d'information parce que, bon, avec des affiches, on essaye d'en mettre juste assez, mais pas trop non plus pour pas alourdir, là. Mais on va être là pour répondre aux questions des jeunes, voir, on va présenter, chaque artiste va présenter ce qu'il y a à faire dans ce projet-là, répondre à leurs questions, puis les rassurer aussi, là, je veux dire, on n'est pas dans la performance, on est juste on est là pour apprendre puis avoir du plaisir, là. Donc, mais j'ai déjà des mains qui se sont levées, puis ce que je trouve beau, c'est que j'ai certains jeunes qui m'ont écrit personnellement, à la bibliothèque Bertrand B. Leblanc sur le Messenger, mais qui se sont manifestés par eux autres mêmes. Fait que là, je trouve ça le fun parce que je me dis, là, on vient d'aller accrocher quelques-uns, là. Parce que c'est ouvert à tous, là, pas juste les jeunes de la Côte-Saumon, c'est partout dans la Matapédia. C'est partout dans la Matapédia. Oui, on veut pas mettre de limite parce qu'on se dit, il y a plein de jeunes qui ont plein de talents, puis on veut pas couper à nulle part, là, fait qu'on est inclusif. Mais les ateliers vont se donner à la Côte-Saumon. À la bibliothèque à la Côte-Saumon, oui. Et puis, est-ce qu'il y a un nombre limite de candidats que vous pouvez accueillir? Bien, c'est sûr que vu qu'on est avec un peu des ateliers un peu théoriques et tout ça, on se disait que peut-être pas dépasser 20-25, mais peut-être qu'on voit trop grand aussi, là, mais quand on est 5 ou 10 participants, on y va, on fonce, puis après ça, on va s'ajuster. Bon. Fait que l'appel est lancé, puis on invite les gens on invite les jeunes à s'inscrire en grand nombre, parce que c'est vraiment un très, très beau projet. Merci. Et merci, Caroline, d'être venue nous en parler. Ça me fait plaisir. Merci à vous de m'avoir accueilli. Vous avez un jeune âgé de 12 à 18 ans qui serait intéressé à ce projet de création musicale. C'est bien simple, vous pouvez l'inscrire dès maintenant, ou il peut s'inscrire par lui-même en contactant la bibliothèque Bertrand B. Leblanc avec l'adresse courriel biblio.saumon@crsbp.net et peut-être qu'on vous entendra chanter à la radio. Pour contrer le manque d'informations locales, pour sensibiliser la population, pour mettre en valeur le savoir-faire régional, pour divertir la population, pour être accessible à la portée de tous et proche des gens, pour que nos histoires soient relatées et racontées pour les gens qui ne peuvent se déplacer. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, vos 8 télévisions locales existent pour vous. Car vous, c'est nous. Afin de faire sa part pour la lutte contre les changements climatiques, la MRC de la Matapédia travaille actuellement à la création de son tout premier plan climat. Pour nous aider à comprendre ce nouveau projet, je reçois la responsable du plan climat, Louise Beaupré. Bonjour Louise! Bonjour Marc! Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Fait que tu es ici pour nous parler d'un nouveau projet là, qui va être mis en place, le plan climat. Là, on se pose toute la question, c'est quoi ça un plan climat? Ben, un plan climat, c'est un plan, hein, qu'on le dit. C'est un plan d'action. C'est un plan d'action sur une période définie. Je ne sais pas si elle est définie précisément encore, mais on vise peut-être 2024-2030. C'est possible que ça soit peut-être un petit peu plus loin dans le délai.
Puis le but, là, tu sais, c'est, on pourrait dire la lutte au changement climatique. Moi, j'aime dire, c'est pour mieux se préparer au changement climatique. Ça fait un petit peu plus adouci, un peu plus réaliste. Puis pour ça, mais le futur plan, là, il va être priorisé par rapport à notre milieu. Donc, le territoire de la MRC de la Matapédia. Puis, par divers moyens, là, je peux t'en dire un peu plus. Là. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est de se préparer à tout ça, mais j'imagine qu'il va y avoir un plan d'action, il va y avoir des actions peut-être à mettre en place pour justement, oui, se préparer, mais peut-être prévenir aussi tout ça. Tout à fait. Ce qu'on parle, quand on parle de démarche d'adaptation, la démarche d'adaptation, ça comprend, évidemment, il faut évaluer les risques, puis évaluer les moyens, comment on va traiter ces risques-là. Les risques par rapport à ce qu'il y a de climatique, de risques climatiques dans notre territoire, dans notre milieu. Et aussi, au niveau de l'inventaire des gaz à effet de serre, qui permettrait peut-être d'évaluer une réduction des gaz à effet de serre. Et vous allez faire ça comment? Parce que là, c'est beau, on dit vous allez faire ça, mais ça va se faire... Ça va être quoi les étapes? Comment ça va se faire, tout ça? Comment on fait ça? Bien, évidemment, je fais pas ça toute seule. Hein? T'avais compris, hein? Oui. Il y a tous les départements de la MRC qui vont être impliqués, évidemment, dans le processus. Au niveau de la sécurité civile, toute la démarche d'adaptation par rapport à l'évaluation des risques et le traitement des risques, c'est vraiment la spécialité, mais la spécialité de la sécurité civile, mais ce qui couvre le territoire, il y a le génie municipal, il y a l'urbanisme qui sont là pour ça. En ce moment, ben moi, je prépare là comme un formulaire pour envoyer aux municipalités pour l'inventaire des gaz à effet de serre. Il y a déjà eu un inventaire qui a été fait, on part pas de zéro. Ça a déjà été fait en 2011. Ça fait que là, on peut comparer aussi, ça peut être bien par rapport à ça. Donc, ce que je comprends, c'est que les différents départements de la MRC vont être impliqués. Là. Toute la MRC au complet va être impliquée dans ce projet-là. Oui, aussi le développement, le service de développement avec l'aspect social, bien, tout le monde est directement quand même impliqué là, par rapport au plan climat. Et toi, en tant que responsable, ton rôle à toi, ça va être quoi principalement? Coordonner. Ah, ça, c'est un gros rôle! Ah oui, je trouve que c'est un rôle qui me plaît, là, vraiment, d'être un peu comme la courroie de transmission entre tous les départements, afin qu'on perde pas d'informations. Moi, je vais comme recueillir les données pour que ça fasse on rassemble ça ensemble là, pour faire une rédaction, pour faire un plan climat qui est cohérent, puis que tout le monde a été comme interpellé. Là. Okay. Est-ce que tu vas te promener sur le terrain aussi ou c'est plus principalement... Oui, tu vas te promener aussi, tu vas faire le tour. Ben oui, puis c'est ce que j'aime là-dedans, de pouvoir rencontrer... on va commencer par rencontrer les municipalités, rencontrer les directeurs, directrices générales, directeurs généraux aussi. Puis ensuite, il va y avoir éventuellement là, des rencontres citoyennes là, qui vont venir. Là. Okay. Les organismes aussi. On n'oublie pas les organismes communautaires. Tout le monde va mettre la main à la pâte finalement. C'est comme un gros projet collectif. Ben oui, parce que c'est comme... comment on peut regarder un territoire sans les êtres humains qui vivent dessus. Oui, puis je pourrais dire, tu sais, ce qu'on a besoin à la base de manger, de boire, de dormir, d'être dans un lieu sécuritaire et on a besoin aussi de se sentir entouré par notre communauté, se sentir soutenu. C'est ça. Là, on parle l'aide de tout le monde, mais ça prend du financement aussi pour partir un projet comme celui-là, je pense, de te financer. Oui, à la base, c'est une proposition du ministère de l'Environnement, de la lutte changement climatique, de la faune et des parcs, il faut les nommer, le MELCCFP. Eux, ils ont lancé ce programme-là, puis on veut se mettre à jour par rapport à ça, hein, au niveau de la MRC. Et on a signé la convention en mars dernier. Puis il y a une partie de l'enveloppe là, qui a été qui va servir pour l'élaboration du plan climat. Okay. Et une partie qui va entrer pour le volet 2 pour la réalisation des actions dans le milieu. Ouais. Il va y avoir un deuxième investissement pour la deuxième étape. Oui, en tout cas, c'est ce qui est prévu. Fait que là, on est rendu à la première étape, première chose qu'il faut faire. Ouais. Mais là, on en est rendu où? Là? Est-ce que c'est commencé? Vous êtes encore dans l'organisation? On en est où, là?
Bien, on est dans de prendre connaissance de tous ces dossiers-là. Moi, ça fait 6 semaines là, que je suis en poste. Donc, de regarder là, tout c'est quoi, de comment ça fonctionne, d'aller voir. Puis on a des rencontres avec des communautés de pratiques qui sont régionales, locales, et pour savoir qu'est-ce qui se passe dans les autres MRC du Bas-Saint-Laurent, pour être certain quand même de pouvoir s'inspirer mutuellement puis de voir comment les autres font. C'est ce qu'on fait en ce moment. Okay. La préparation pour l'inventaire, aller sonder les municipalités par rapport à ça, ça va bien. On avance là-dedans. On va commencer bientôt la rédaction du portrait, parce que ça va aussi ça doit s'arrimer avec le schéma d'aménagement et également avec le plan régional des milieux humides et hydriques, le PRMHH. Là. Et on doit avancer là-dedans. Tout le monde ensemble. Là. C'est là-dedans pas mal qu'on est en ce moment. Il va y avoir aussi un comité de tous les départements de la MRC qui va être mis en place, puis on commence les rencontres là, après les fêtes, parce que là, ça va vite. Là. Oui, oui. Et je pense qu'aussi après ça, dans les prochaines étapes, il va y avoir des consultations publiques? Oui, c'est prévu. De quelle forme, exactement quand, on va vous revenir avec ça. C'est sûr que ça ne sera pas maintenant, là, ça va être en 2025. Et ça, la consultation publique, dans le fond, c'est pour avoir la perception des citoyens? Ben, écoutez les inquiétudes. OK. Oui. De savoir comment les gens, c'est pas est-ce que les gens sont d'accord ou pas d'accord, mais c'est aussi de savoir c'est quoi vos inquiétudes par rapport à l'impact des changements climatiques. Est-ce que vous êtes... Tu sais, je t'ai pas parlé vraiment là, je sais pas si c'était prévu que tu me poses la question, mais je trouvais ça intéressant de dire qu'est-ce qu'on a comme risque climatique ici, sur notre territoire. Parce que c'est là que les gens... Pourquoi ils ont fait un plan climat? Ben, c'est vraiment pour se préparer à ça. On voit, là, on observe là, qu'on a des tempêtes, on a des vents qui sont vraiment plus élevés en force. On se retrouve avec des pannes d'électricité de longue durée. Ensuite, on peut avoir des bris d'infrastructure au niveau des bâtiments, au niveau des routes, des inondations. Comment on se prépare à ça? Il faut quand même y voir. Il faut que la sécurité civile est déjà quand même bien prête en amont, là. Mais, oui, parce qu'on sait que les changements climatiques, ça peut causer bien des choses. Hein? Oui, puis on veut quand même que tout le monde soit quand même en sécurité, là, tu sais, au niveau, quand il arrive une catastrophe où il n'y a pas d'électricité, il y a de la difficulté à rejoindre des gens par des lignes téléphoniques, bien, la sécurité civile est prête pour ça, quand même. Donc, pour bien se préparer, Louise Beaupré, merci beaucoup d'être venue nous entretenir là-dessus, puis je pense que c'est un projet important, justement, pour... l'environnement, puis justement prévoir justement les changements climatiques. Ben oui, puis ça me fera plaisir de venir vous en reparler suivant l'avancement. Oui, c'est ça. Pouvoir suivre la progression de tout ça, ça serait vraiment intéressant. C'est beau. Merci. Merci. Pour permettre à la population de suivre le dossier, la MRC de la Matapédia divulguera à ses citoyens les modalités de consultation au fil de l'élaboration du plan climat. Vous pouvez également suivre la MRC par l'entremise de ses réseaux sociaux. La proposition des modifications des règles des bingo médias permettrait la diffusion de bingo sur les réseaux des médias privés. Qu'en est-il exactement et quels seraient les impacts pour les radios et télévisions communautaires? Pour répondre à ces questions, j'en discute avec Amélie Heinz, qui est directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Bonjour Amélie. Bonjour. Donc, tout d'abord, c'est quoi exactement cette proposition-là qui a été faite sur les bingo médias? Oui, c'est une proposition qui arrive. En fait, la loi sur les loteries et les jeux est en modification depuis quelques années. Puis là, sont rendus à évaluer les propositions concernant le bingo, dont le bingo média, qui concerne nos membres, les télévisions communautaires. Et ils proposent maintenant d'offrir la possibilité à un organisme communautaire qui posséderait une licence de bingo média de pouvoir diffuser sur les ondes d'un producteur privé, donc d'une radio ou d'une télévision privée, plutôt que de le faire sur des ondes communautaires, comme ça doit l'être fait en ce moment. Donc, c'est ça la modification principale.
OK, parce que là, en ce moment, n'importe quel organisme communautaire peut organiser des bingos, mais ils doivent passer par un média communautaire. Oui, exactement. Donc, il n'y a que les médias communautaires qui peuvent recevoir, diffuser des bingos médias. Donc, ça, c'est vraiment écrit dans la loi. Puis c'est ça qu'ils veulent changer en ce moment pour permettre à des organismes qui n'auraient pas de médias communautaires sur leur territoire de quand même pouvoir avoir accès à diffuser du bingo média. Donc oui, on offre plus de possibilités aux organismes communautaires, mais ça peut avoir un impact négatif sur les radios et les télévisions communautaires si jamais c'est accepté. Ben effectivement, il y a toujours un potentiel, là. C'est sûr que la loi dit que ça va être des mesures extraordinaires, ça va être accordé seulement de manière exceptionnelle à des organismes qui n'auraient pas de médias communautaires sur leur territoire. Bon, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de territoires où il n'y a pas déjà au moins un média communautaire qui fait un bingo média, s'il n'y en a pas plusieurs qui se partagent un même territoire. Souvent, les territoires de licence peuvent se chevaucher. Donc, il y a une télévision qui peut faire un bingo sur son territoire, puis il y a une partie de son territoire qui est aussi qui vient chercher, mettons, une radio communautaire parce que les territoires sont pas découpés de la même manière, ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est sûr que la loi, si elle est changée, ben, elle pourrait permettre à n'importe quel organisme communautaire de faire une demande de bingo média qui serait octroyée ou non par la RACJ. Donc, la RACJ va devoir évaluer, évidemment, si la demande est fondée, mais on ne sait rien. On ne sait pas sur quels critères ils vont se baser. On ne sait pas si, bon, les territoires se chevauchent, comment ils vont fonctionner, est-ce qu'ils vont donner un droit particulier à l'organisme communautaire qui est déjà sur le territoire ou aux médias communautaires qui exploitent déjà un bingo média. À quel genre d'organisme ils vont donner ça? Est-ce qu'on sait si, par exemple, un média privé décidait de fonder son propre OBNL rattaché à sa compagnie pour faire lui-même un bingo média sur ses propres ondes pour financer son média? En ce moment, la loi n'empêcherait pas ça, là. Donc, on considère qu'il y a beaucoup trop de place à la dérive pour que ce soit une loi qui doive être adoptée en ce moment, là. Oui, puis en même temps, les radios et les télévisions communautaires, on ne peut pas se permettre de perdre quelques diffusions de bingo parce que c'est, pour une grosse majorité, c'est le gagne-pain des médias communautaires, là. Oui, absolument. C'est définitivement le mode de financement autonome le plus important pour tous les médias communautaires, que ce soit radio et télévision. Donc, c'est sûr, nous, on avait fait une carte, en fait, qui démontrait bien que le territoire du Québec, il est occupé partout, à peu près, par un bingo média. C'est très, 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 très rare où il n'y en a pas déjà un. Après ça, il y a même comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de zones qui se chevauchent. On considère que le marché il est déjà saturé. Donc, ajouter des possibilités là-dedans, ben, ce que ça va faire, c'est que ça va venir cannibaliser, en fait, les revenus qui sont faits par des médias en ce moment qui en ont grandement besoin parce que c'est leur seule source de financement. Donc, certainement, on trouve pas que c'est une bonne idée là, de modifier cette loi-là. Et en plus, on vit une crise des médias actuellement qui n'aide pas la cause non plus, là. Ça fait comme deux difficultés qui embarqueraient un par-dessus l'autre. Oui, exactement. C'est ça qu'on essaie de faire comprendre aussi au gouvernement. C'est que les médias sont déjà dans une crise depuis plusieurs années. C'est une crise de financement, cette crise-là. Donc, si on vient offrir une possibilité de venir cannibaliser la seule méthode de financement autonome qu'on a, on ne sera pas plus avancé là, si on est pour donner une partie de nos profits, de notre seule méthode de financement à d'autres organismes communautaires, qui ça va réellement servir là au bout du compte là, on pense pas que ça va être efficace. Donc c'est pour ça qu'on s'oppose à cette mesure-là, puis qu'on a fait une campagne de sensibilisation auprès des élus du Québec pour qu'au moins ils sachent avant de voter pour la loi, pour la modification de la loi, qu'ils reconnaissent c'est quoi les conséquences potentielles que ça pourrait avoir sur leur média local en ce moment. D'ailleurs, justement, par rapport aux démarches que vous avez faites, vous avez envoyé une lettre aux élus, mais vous avez envoyé une lettre aussi à la direction du secrétariat général du soutien à la gouvernance des communications des régies. Là, la lettre est envoyée. Est-ce que vous avez eu un retour depuis cet envoi-là?
Non, la RACJ demandait les avis. Donc, eux, c'était pour vraiment savoir qu'est-ce que qu'est-ce qu'on en pensait, qu'est-ce que le secteur en pensait. Donc, ils vont pas nous faire un retour. La RACJ, elle va recevoir la modification de la loi. Donc, c'est pas eux qui font la modification, c'est vraiment au niveau du gouvernement, du ministère de la Sécurité publique. Sous lequel est géré les lois sur les jeux, les loteries et les jeux. Donc, c'est pour ça que c'est le ministère de la Sécurité publique qui s'occupe de ça. Donc, c'est eux qui font la modification de la loi. Donc, oui, la RACJ, on leur a envoyé notre avis sur la question, absolument. Ils ont bien reçu le document, ils ont accusé de réception, mais c'est vraiment au niveau du politique qu'il faut agir en ce moment si on veut que quelque chose change. Parce que c'est ça, on considère vraiment qu'il y a des dérives potentielles qui n'ont pas été évaluées par la loi. Ça va être laissé à la régie d'octroyer ou non les licences, mais en ce moment, la régie, les agents, les différents agents qui y travaillent, donnent pas nécessairement la même information à tous les licenciés, dépendamment de leur territoire, dépendamment de la personne qui travaille cette journée-là. Donc, comment est-ce que les licences vont être attribuées à ce moment-là? Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il y ait une norme vraiment établie qui soit respectée si en ce moment, on n'arrive même pas à atteindre ce niveau d'information-là, cette cohérence dans l'information. Moi, je vois pas comment ça pourrait être positif. Puis c'est ça que comment est-ce que le média privé va être autorisé à se garder une partie des revenus du bingo média qui va avoir été fait sur ses ondes parce que nécessairement il va vouloir qu'on paye son temps, le temps de son staff sur place, les ondes qu'il offre. Donc c'est sûr qu'il va se garder une partie des revenus. Donc là, ça veut dire qu'on va financer un média privé avec des revenus de bingo qui doivent être normalement destinés à des médias communautaires. Donc, il y a beaucoup trop de questions sans réponse. Je pense pas qu'il faille modifier la loi là, en ce moment. OK. Donc, dans le fond, ce que je comprends, c'est les élus qui vont pouvoir avoir un impact sur la décision qui va être prise. Donc, en informant les élus de la situation, c'est eux autres qui vont pouvoir parler pour nous, là, si je comprends bien. Oui, exactement, parce que l'objectif, c'est soit de faire amender la loi ou de faire en sorte que cette partie-là de la loi ne soit pas changée. Donc, qu'ils rebroussent chemin puis qu'ils retirent leur projet de loi pour qu'elle reste comme elle était avant. Donc, que ce soit que les médias communautaires qui puissent diffuser un bingo média au Québec. Donc, bon, on va attendre la suite. J'imagine qu'il va y avoir un suivi qui va être fait avec les élus aussi par la suite pour la suite des choses et voir aux autres aussi là, qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous. Oui, absolument. C'est pas encore terminé parce que le projet de loi y est déposé, mais ça sera pas étudié ou adopté avant début décembre. Donc, on va continuer nos démarches pour convaincre le gouvernement, les élus qu'il faut reculer sur cette question-là. Parfait. Amélie Hintz, merci beaucoup de nous avoir donné plus de détails là, sur la situation et sur cette demande là, qui a été faite au niveau des bingo médias. Bien, ça me fait plaisir. À la prochaine. Merci. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Au mois de septembre, on annonçait la 10e édition de la campagne Opération Enfant Noël. Même après toutes ces années, la générosité des Matapédiens est toujours aussi présente, comme en fait foi le bilan de la campagne 2024, dont je vais laisser les organisateurs Denis Lavallée et Laurence Pelletier vous en parler. Je vais donc aller les rejoindre à l'instant. Denis Lavallée, pasteur au Centre chrétien d'Amqui, et Laurence Pelletier, responsable de la Bourse du Bon Samaritain. Bonjour à vous deux. Bonjour. C'est qu'ainsi que se clore le 10e anniversaire de Opération Enfant Noël. Alors, juste avant de dévoiler le résultat, on va faire languir un petit peu les gens. Parlez-moi un peu de comment ça s'est déroulé, cette 10e édition. Bien, moi, la première des choses que je te dirais, là, c'est wow pour le travail qui a été fait, là. Moi, j'ai pas rempli de boîte, OK? Et je lance la vision, puis Laurence embarque là-dedans avec une gang de personnes qui sont toutes joyeuses, là. C'est fou. Fait que moi, Laurence, c'est bravo pour le travail que tu fais. Bien, merci beaucoup. Et puis justement, comment ça s'est passé, là, ces semaines-là, à remplir les boîtes, accueillir les gens? Très bien, très bien. À tous les mardis, on se réunit ici, les femmes. On s'emmenait une collation ou un lunch, on mangeait ensemble. Ensuite, on travaillait là-dedans.
Puis j'ai pris même des photos aussi là, de tout ça. Puis en plus, pour clore le tout, c'est Dolorama aussi, ça a été merveilleux cette année. Encore plus davantage que l'année passée. Les gens venaient me parler. Est-ce qu'on a la liste de toutes ces charmantes personnes-là qui se sont impliquées? Oui, cette année, bien, on a encore Amstar qui est avec nous, qui nous a aidé à nous donner un pourcentage pour les articles scolaires. Ensuite, on a encore notre ressourcerie avec nos petits toutous qui sont tellement mignons. Ensuite, j'ai même un petit peu avec la friperie aussi. Ensuite, c'est les membres de l'Église qui continuent le geste. Puis ce qu'on a ramassé chez Dolorama, bien, ça a aidé à mettre des sous dans la boîte. Puis le montant cette année était de 852 752, excusez. Que vous avez ramassé? Oui, juste avec Dolorama, avec la population d'Amqui. Je tiens à remercier la population d'Amqui d'être ouvert à ce projet. Et sans eux, on ne pourrait peut-être même pas faire ce projet-là. Ou pas si évoluer. Et est-ce qu'on peut rappeler c'était quoi l'objectif cette année, le nombre de boîtes? Bien, l'objectif, dans le fond, on avait mis 150 boîtes. On en a 130, mais on est bien content du résultat. Oui, bien, c'est un beau résultat parce que j'ai l'impression qu'elle est plus grosse que l'année dernière, la pile de boîtes. Oui, l'année dernière, on avait 122. C'est vrai, tu as raison. Et aussi, vous savez, avec l'inflation, tout ce qui est rendu dispendieux, fait qu'on est vraiment content, heureux d'avoir ce résultat-là. Quand on s'était rencontrés au début pour lancer la campagne, on parlait beaucoup peut-être, donner peut-être plus des objets scolaires. Est-ce que à ce niveau-là, il y a eu beaucoup d'objets scolaires qui ont été ramassés? Oui, on a réussi à faire, dans l'âge des enfants de 5 à 10 ans et de 10 ans à 14 ans, on a fait 75 boîtes sûrs qui ont leur étui, ils ont leurs crayons, les stylos, les crayons couleur, les crayons feutres, efface, aiguise, 75 boîtes qui sont sûrs d'avoir ça. Les autres, on est allé plus dans les enfants de 2 ans à 5 ans, vu qu'on avait des toutous en masse, avec des affaires à colorier, puis tout ça. Fait que ça a bouclé la boucle, comme on dit. Et là, ces boîtes-là vont partir quand? Cette semaine, prochainement, même peut-être jeudi ou plus tard vendredi. Est-ce qu'on peut rappeler quel pays vont recevoir, les enfants de quel pays vont recevoir les boîtes cadeaux? Est-ce que tu as une idée? Moi, j'ai pas. Laurent, c'est plus proche de cette information-là. Bien, pour nous, au Canada, on sait que c'est dans l'Amérique centrale. Êtes-vous toujours, parce que chaque année, ça revient chaque année, mais êtes-vous surpris de la générosité que vous voyez chaque année? Moi, je dois dire que, on ne doit pas prendre pour acquis ce qu'on fait une année pour une autre année. Chaque année est particulière. C'est des actes, c'est des efforts, c'est la générosité. Les gens, vraiment, là, moi, je trouve qu'avec ce qu'on vit avec l'inflation, comme Laurence disait, puis on serre la ceinture à peu près dans tout, puis de voir ça partir d'ici, de la Matapédia, avec 130 boîtes, le résultat, là, moi, c'est étonnant. Quand on pense au résultat de ce montant-là, de 130 boîtes, c'est 4 550 $ que ça a comme valeur. C'est à part le transport qui, pour envoyer ces boîtes-là, c'est 1560. Fait que tu imagines-tu le montant total qui est de 6 110 $ dans ces boîtes-là qui vont partir cette semaine pour aller bénir des enfants, là, tu sais. Et moi, ça me touche particulièrement parce que c'est bien beau ces montants-là, ces statistiques-là, mais un enfant là, qui reçoit une boîte, c'est pas une statistique. C'est un enfant qui n'avait pas l'occasion d'avoir un cadeau en 2024 qui va recevoir un cadeau. Et en plus, il va y avoir une bonne nouvelle qui va lui être annoncée. C'est pas seulement qu'on arrive avec la boîte et on dépose la boîte dans les mains de l'enfant. Et moi, je suis tout étonné de voir ce qu'on fait comme semence. Là. Tu sais, nous, chaque boîte, là, je le vois comme une semence qui va être déposée dans le cœur d'un enfant qui va entendre la bonne nouvelle de Jésus né, mais aussi qui est né pour mourir. Et il est mort pour toi et moi, afin de
prendre sur ses épaules nos fautes, nos péchés, et ensuite de ressusciter. Et c'est ça le message de l'Évangile. C'est pas seulement un cadeau. Et c'est ça Noël aussi, là, la responsabilité que nous avons de communiquer la bonne nouvelle aux enfants à travers des personnes qui se consacrent à ça. Ça, c'est... Pour moi, là, ça fait ma journée. Oui, puis on voit aussi des photos avec les jeunes qui reçoivent les boîtes et ça dit tout, les photos. Oui. Puis aujourd'hui, j'ai eu justement un message de Pedro. C'est un jeune garçon qui se sentait seul et avait du mal à se faire des amis. Puis il dit, je me sentais perdu. Et puis dit-il, mais après avoir participé à un événement de sensibilisation d'Opération Enfant Noël dans son village, sa vie a tout changé. Il s'est fait de nombreux amis et a appris pour la première fois combien Dieu l'aime. Puis il a réalisé qu'il n'était jamais seul. Dieu était toujours à mes côtés, dit-il. Aujourd'hui, Pedro partage avec d'autres garçons et filles l'amour du Christ. Je veux aider les autres enfants à connaître Jésus et lui faire confiance comme je l'ai fait. Déclarer sa gloire parmi les nations. C'est ça notre mission. Puis, quand j'ai entendu ce message-là ce matin, ça me ressemblait. Parce que c'est ça que je fais, moi. Je sensibilise. Puis moi, ben ça me fait des amis. Tu sais, c'est pour montrer que faire l'œuvre de Dieu, c'est bénissant, ça nous fait grandir. Moi, ça me fait grandir. C'est des beaux messages quand on reçoit des messages comme celui-là. Oui. Oui, il était vraiment renfermé, ce gars-là. Puis aujourd'hui, tu vois, il annonce, partage ça avec ses amis. C'est merveilleux. C'est le plus beau cadeau, je pense, c'est ça. Je pense que ça donne une récompense à tous les efforts qui sont faits, justement, pour donner ce sourire-là. Denis, Laurence, merci beaucoup de ce travail que vous faites et de tous ces enfants sur lesquels les sourires s'affichent un peu partout dans le monde. Puis moi, ce que je vous dis, bien, continuez. On veut vous revoir pour une 11e édition. Oui, on espère bien encore. On ne sait jamais ce qu'une année peut nous présenter, mais on a ce désir que d'autres enfants puissent recevoir des boîtes. Oui. Oui, merci. Plaisir de continuer. Rappelons que la campagne Opération Enfant Noël est un projet qui transmet la joie et l'espoir aux enfants vivant dans des situations difficiles autour du monde par la transmission de boîtes cadeaux. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce projet dans ces premières 10 années et qui continueront de le faire pour encore 10 ans. Merci et joyeuses fêtes à tous. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. C'est ce qui complète cette édition du 22 novembre d'Info.tvc. Encore une fois, merci beaucoup de nous avoir regardés. C'est un plaisir de passer ce moment avec vous. Ne manquez pas ce dimanche le télébingo dès 12h30. Cette semaine, les cartes à jouer sont de couleur olive. Ne manquez pas dans quelques instants une autre émission de la Matapédia Autrement. Une belle émission qui vous fait explorer la Matapédia sous un autre angle. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine!